Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Businesswoman sur We Do Biz et Demain TV. L'émission d'aujourd'hui, pour la rentrée, va se dérouler dans un cadre très vert puisque nos invités ont toutes monté leur boîte en milieu rural. Pour autant, qui dit campagne ne dit pas forcément élever des vaches à la ferme. On va essayer de rester un peu loin du cliché. Et là aussi, on va voir qu'on peut entreprendre dans de nombreux domaines et avec des problématiques très spécifiques. Et c'est ce que vont d'ailleurs nous montrer nos Businesswomen du jour. Édith Chambre, vous avez 59 ans, vous êtes la fondatrice de Une Souris Verte, un service de livraison à domicile de produits locaux dans la Vienne. C'est ça. Émilie Grémont, vous avez 34 ans, vous avez fondé Ideos Création dans l'Essonne et vous êtes graphiste et décoratrice pour des événements. Tout à fait. Laure Figereau-Bidault, vous avez 32 ans et vous êtes exploitante agricole dans les petits fruits et vous êtes la fondatrice des jardins Ida en Normandie. Parfaitement. Native de la région, héritière d'un patrimoine ou nouvellement adoptée, vous avez toutes les trois choisi de vivre de vos passions loin des klaxons de la ville. Alors si l'attrait de la qualité de vie nous fait tous rêver, se posent tout de même beaucoup de questions. Vous êtes donc forcément là pour répondre à ces questions et pour nous montrer votre réalité terrain. La première question, ce sera pour vous, Émilie. On va s'intéresser tout d'abord à votre envie de création d'entreprise. Quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, l'envie de créer mes projets par moi-même, d'avoir une vraie identité à donner et pas de conseils d'un chef qui serait au-dessus de moi. Et la création complète, quoi. Vous, Laure, vous avez toujours baigné dans le domaine agricole. Vous étiez en Auvergne, je crois, avant de rejoindre la Normandie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, plusieurs événements. Déjà, les événements de la vie. J'ai perdu ma maman, donc c'est posé la question de prendre sa place ou non. En tout cas, une partie de sa place sur l'exploitation. Et par ailleurs, pareil, l'envie d'entreprendre. Alors moi, effectivement, dans le monde du vivant, puisque j'ai baigné un an et ça a toujours été ma passion. Donc, c'est comme ça que je suis revenue sur l'exploitation pour monter ma propre activité. En plus des exploitations existantes. Voilà, c'est ça. Edith, vous êtes la seule des trois, on va dire, à avoir lancé une nouvelle activité. Vous avez quitté votre précédente activité. Pourquoi vous avez changé de vie du jour au lendemain et à 59 ans ? Eh bien, parce que la précarité de mon travail, voilà, ça faisait plusieurs années que j'étais en contrat précaire. Et donc, je me suis retrouvée sans emploi à 57 ans. Et donc, voilà, en attendant, on va dire, de passer à une autre vie retraitée, qui n'est pas pour tout de suite, je me suis dit qu'il fallait... C'était comme un aboutissement. Voilà. Et c'était une volonté forte que vous aviez depuis longtemps de monter cette société ? Depuis... Non, on ne peut pas dire depuis longtemps, mais du coup, en se retrouvant sans emploi, ça m'a mis le pied à l'étrier pour changer d'activité et faire quelque chose qui me plaît et qui me passionne. Donc pour terminer sur une belle note. Voilà, un aboutissement de carrière, on va dire. Il faut savoir que 29% des entreprises qui sont lancées sont dans le milieu rural, toute activité confondue. C'est une information de l'Agence France Entrepreneur. Vous en faites toutes les trois parties. Pourquoi ce choix de vous lancer en milieu rural, Émilie ? Pourquoi ? Pas envie des bouchons parisiens, j'avais envie d'une vie plutôt zen. J'ai fait mes études à Paris. Au début, j'avais vraiment envie d'être là-bas, de pouvoir aller au musée quand j'en avais envie, d'être dans une effervescence. Vous avez même fait des stages, vous étiez bien sûr pour rester à Paris. Oui, j'ai fait tous mes stages à Paris, dans des agences. Et en fait, la mentalité parisienne m'a vite déçue. Alors en général, parce qu'il y a eu aussi des très bonnes expériences. Et puis après, l'envie d'être proche de ma famille, d'être dans la nature, parce que nous, autour de nous, il y a beaucoup de verdure. Je prends l'ordinateur, je vais travailler dans un jardin. Enfin, c'est vraiment pour moi une vie aussi intense parce qu'on bouge beaucoup d'un endroit à un autre. Ça n'a pas été difficile de faire ce choix en vous demandant si vous alliez trouver du boulot? Pour la clientèle, si, ça fait peur. Ça fait peur et je pense qu'il faut encore plus d'énergie parce qu'on doit beaucoup se déplacer. Au début, on prend les contacts autour de nous. Ça, c'est très chouette parce qu'on a un petit réseau qui fait que le bouche à oreille marche très bien, peut-être mieux qu'à Paris.
Mais par contre, il y a beaucoup moins de monde, donc il faut tout de suite faire quelques kilomètres et voilà, donner beaucoup d'énergie. On reviendra sur les difficultés justement tout à l'heure. Laure, vous êtes passée de l'Auvergne à la Normandie, c'est quand même deux milieux qui sont très différents. Même si le choix était motivé par une raison familiale à la base, qu'est-ce qui vous a donné aussi envie de changer de territoire ? Alors l'Auvergne, c'était une opportunité professionnelle, effectivement, avec une vie bien plus citadine. Donc là, le retour en Normandie du fait de l'exploitation agricole était un petit peu obligatoire. Et effectivement, dans mon cas, même si j'estime qu'il est impératif de rester sur l'exploitation, donc ancré dans le milieu rural, même si d'un point de vue commerce, ça pourrait être intéressant de se rapprocher un peu des espaces urbains. Mais la présence permanente sur l'acte de production et suivre tout ça fait que plus on est proche, mieux ça se passe. Et justement, vous, pour votre cas, le territoire, ça a été un peu, on va dire, la contrainte de base pour fonder ensuite votre exploitation des petits fruits. Alors, l'atout de base, l'atout. Effectivement. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on va faire des petits fruits en Normandie, initialement. Historiquement, la Normandie n'est pas un lieu de production de petits fruits, c'est toute l'originalité du projet, effectivement. Après, les petits fruits sont des fruits froids, normalement, donc ils s'adaptent parfaitement bien aux conditions climatiques de notre terroir normand. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, malheureusement, pendant très longtemps, l'Écosse a dominé le marché, donc voilà, on est très loin des pays méditerranéens. Et moi, l'ambition dans ce projet-là, effectivement, était de mettre en avant à la fois notre terre, donc en plantant en pleine terre, et notre climat, donc en ayant une production de plein air, en pariant normalement sur la régularité des précipitations, ce qui est un peu moins le cas cet été, mais voilà, c'est aussi ce qui fait de nos métiers des métiers passionnants, parce qu'on joue avec la nature. Edith, vous êtes restée sur le territoire et dans la maison où vous viviez pour lancer votre activité. Voilà. Mais selon vous, comment on choisit ce territoire ? Est-ce que c'est important de le choisir pour lancer son entreprise ? À mon avis, oui, c'est important de le choisir parce que d'abord, on va y travailler, donc on va y passer beaucoup de temps. Donc autant que ce soit un lieu agréable et qui nous convienne. Et puis c'est important de le connaître pour s'installer en milieu rural. Et moi, c'était l'endroit où je vivais. Donc ça m'a paru tout naturel de continuer à travailler et à créer une entreprise en milieu rural. Et pour créer son entreprise en milieu rural, le choix du territoire est aussi important que le choix du secteur d'activité ? Ben oui, sans doute. Justement, vous avez fait comment ? Vous aviez réfléchi par rapport à votre passion et voir si c'était faisable ou plutôt vous êtes parti des besoins de la région ? Je suis partie quand même des besoins, en tout cas de mon besoin à moi, parce que je pratiquais déjà, je me fournissais, on va dire, en circuit court. J'allais chez les producteurs, dans les magasins de producteurs locaux. Et du coup, je faisais beaucoup de kilomètres, uniquement pour mes besoins personnels. Et donc, c'était l'opportunité. Vous avez une idée de proposer pour d'autres. Voilà, exactement. On va parler maintenant des démarches. Une fois l'idée lancée, il faut créer sa société, choisir un statut. Est-ce que les démarches, justement, sont les mêmes que celles qu'on a en tout cas dans l'idée, dans les grandes villes, qui sont faire un business plan, se renseigner auprès des banques, faire forcément un prêt, Émilie ? Oui, c'est tout. Après, ça dépend de l'activité. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire de prêt, mais les démarches sont exactement les mêmes. Après, je me suis rapprochée de la Chambre des métiers pour faire un stage déjà de création d'entreprise, parce qu'on entend des informations à droite, à gauche, on ne sait pas exactement où aller au début. Donc, se rapprocher d'une chambre, c'est vraiment pas mal pour avoir un suivi et des vraies réponses aux questions. Mais en effet, il faut un business plan, ça c'est obligatoire pour toute entreprise. Et après, ne pas hésiter à demander aussi des aides comme l'ACRE. Et il y a beaucoup de questions à poser parce qu'on peut être pas mal aidé en France pour débuter, mais il ne faut pas rester dans son petit coin. Et il y a de plus en plus de territoires ruraux justement qui développent des spécificités pour attirer les entrepreneurs. Il y a le label Ville Connectée, par exemple. Il y a plein de choses qui sont faites. Donc forcément, il faut se renseigner selon le territoire où vous voulez vous implanter. Et pour vous, alors, Laure
Alors l'agriculture est un milieu un peu particulier, c'est-à-dire que pour pouvoir devenir agriculteur, tout le monde peut devenir agriculteur à condition de passer par un parcours d'installation tel qu'il l'appelle et donc effectivement de constituer un dossier qui nous permet d'avoir une autorisation d'exploiter en tant qu'agriculteur. C'est l'administration qui nous la délivre. Et pour ce faire, on doit aussi faire un plan, il l'appelle plan d'entreprise, mais ça correspond à un business plan sur 4 ans. C'est la même Et dans chose. mon cas, vu que c'est un atelier très spécifique, les petits fruits, donc un atelier qui ne maîtrise pas forcément, en tout cas en Normandie, effectivement, il nous demande de faire en plus une étude de marché, donc voilà, tous les basiques liés à une entreprise. On va voir avec Edith que justement, hein, selon les activités, c'est très différent. Vous, pas du tout, pas d'études de marché, pas de banque. Non. Et c'était enfin, même pas l'idée de départ que vous aviez aussi. Voilà, c'est vrai qu'au départ, voilà, mon idée c'était un food truck. Et donc je me suis renseignée auprès des pépinières d'entreprise, etc. Et bon, voilà, j'ai cherché comment est-ce que j'allais créer cette entreprise de food truck. Je me suis heurtée au fait que je n'avais jamais travaillé dans la restauration, que je n'avais pas de diplôme non plus dans la restauration. Et donc voilà, cette piste-là Était trop compliquée. Voilà, je me suis rendu compte que c'était pas faisable, que j'allais pas repartir en formation. Voilà, en fonction longue de durée, l'âge du moins. qu'on a, voilà, je pense que c'est important aussi. Et du coup, voilà, je suis allée voir auprès de Pôle emploi aussi, puisque j'étais sans emploi, qui m'ont orientée vers des pépinières d'entreprise ou vers des stages de formation pour savoir quel type d'entreprise j'allais monter. Donc il y a des pépinières Bien d'entreprise sûr. en milieu rural. Bien sûr. Vous avez ouvert les portes de ces pépinières. Oui, tout à fait. Et puis bon, voilà, après j'ai fait mon choix, j'ai suivi leurs conseils pour me renseigner auprès des banques aussi. Je l'ai quand même fait, même si je n'ai pas un investissement très important pour mon activité, mais j'y ai quand même, j'ai essayé d'y avoir recours. Le souci, c'est qu'effectivement, j'étais sans emploi et que donc, voilà, auprès d'une banque, c'est pas toujours. Donc vous avez fait le choix de ne pas recourir aux banques. Pour vous, Émilie, Laure, comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez fait pour rendre votre projet attrayant auprès des banques alors que vous évoluez dans un milieu rural et qui représente aussi des risques? Alors oui, moi j'ai une part d'investissement très conséquente puisqu'il y a environ 200 000 euros d'investis sur le long terme, plus l'investissement opérationnel, donc le besoin en fonds de roulement qui est conséquent. Alors, moi je pense que l'étude de marché est absolument primordiale, c'est-à-dire dans la mesure où on est capable effectivement de prouver qu'on peut trouver un marché avec des clients potentiels, l'établissement, moi dans mon cas, d'un prix type de produit. Après évidemment tout ça évolue avec l'activité, mais c'est ce qui permet clairement de donner du fonds et donc du crédit auprès des établissements bancaires. Tout en sachant que, évidemment, ceci demande un certain nombre de garanties par ailleurs, qui, moi, dans mon cas, portent sur de la surface agricole, évidemment. Voilà, il y a un besoin de surface ou parfois, dans certaines entreprises, des besoins locaux qui font appel aux banques. Mais pour vous, Émilie, par exemple, vous n'avez pas fait appel aux banques, pas de local, vous travaillez de chez vous également. Non, et j'ai demandé beaucoup à mes amis en fait, de m'aider. Quand j'ai des décorations, on me prête un camion. Pour stocker tout le matériel, c'est un ami aussi qui me stocke ça dans un entrepôt. Donc pour démarrer... c'est du provisoire. Ouais. Pour y aller étape par étape en fait. Les banques, vous y avez pensé? Vous avez essayé? Non, je n'ai pas essayé, puisque au départ j'ai beaucoup développé l'activité de graphisme, donc j'avais juste besoin d'un ordinateur, puisqu'après les impressions, voilà, j'ai pas du tout de matériel, je fais appel à des imprimeurs. Donc j'ai pas d'investissement important de base à faire. Donc vous avez pu vous lancer très facilement, très simplement. Donc pour rendre son projet attrayant, votre conseil, Laure, ce serait quoi? Alors se former, on l'a déjà évoqué, se former en conduite d'une entreprise, donc pour effectivement pouvoir faire un business plan et une étude de marché qui soient les plus solides possibles pour avoir un dossier absolument crédible pour les banques, quoi. Comme les fondations d'une maison. Voilà. Et puis éventuellement, évidemment, mettre le maximum de garanties de son côté, donc que ce soit des fonds propres personnels ou que ce soit des gens qui viendraient effectivement en soutien en portage de capital, par exemple. C'est vrai qu'on imagine souvent les startups à Paris, mais voilà, le vendre en milieu rural, il y a peut-être d'autres spécificités, non
Pour vous, il n'y a pas eu en tout cas? Non, je pense pas. Il y a moins l'esprit start-up, donc il faut effectivement être droit dans ses bottes et faire preuve de beaucoup de courage pour y arriver, parce que c'est moins l'état d'esprit, c'est de manière générale un fonctionnement un peu plus voilà, bon père de famille, quoi. Donc la prise de risque est plus difficile, mais c'est possible. Mais c'est possible, voilà, exactement. Et une fois donc l'entreprise lancée, les fonds investis, que ce soit personnel ou non, est-ce qu'il y a une étape de formation, par exemple pour vous, Edith? Oui, il y a eu une étape de formation obligatoire pour distribuer, enfin, voilà, pour manipuler, on va dire, des produits alimentaires. Donc une formation que je suis venue suivre ici à Paris sur une semaine. Voilà. Et quelle formation exactement? C'est une formation justement pour l'hygiène alimentaire. Enfin, voilà. Vous, Émilie, la question ne s'est pas posée, vous vous êtes lancée directement dans le domaine. J'ai tout de même fait un stage pour la micro-entreprise, pour être sûr qu'on connaisse bien tous les changements de règles, parce que chaque année, il y a beaucoup de changements au niveau des chiffres, au niveau des déclarations. Donc j'ai préféré faire le stage par sécurité. D'accord. Et vous, de votre côté, Laure, vous avez donc repris l'exploitation familiale à laquelle vous avez ajouté l'exploitation des petits fruits. Donc du coup, ça a été vraiment votre volonté en fait. Vous vouliez créer votre bébé tout en gérant en même temps l'exploitation existante. C'était un challenge. Voilà, le terme repris n'est pas encore tout à fait vrai parce que mon père est quand même encore en exploitation, quoi, en activité. Donc effectivement, il y a aujourd'hui une activité existante et voilà, j'avais tiré quelques conclusions vis-à-vis des aléas du marché, donc du modèle d'exploitation qu'on avait aujourd'hui et qui m'a poussé fortement à monter mon propre projet aussi pour voilà, exercer pleinement le statut de chef d'entreprise et se détacher un petit peu de cette emprise paternelle et d'avoir ma propre, voilà, mon propre projet effectivement et en maîtriser les tenants et les aboutissants. Donc pas de locaux, donc on peut faire le choix en fait de prendre des locaux ou non et ça se passe très bien. Par exemple pour vous, Edith. Oui, voilà, parce que moi mon activité, ça se passe aussi chez moi, comme Émilie, et voilà, j'ai pas eu d'investissement très important de ce point de vue-là. Mais vous avez dû faire quelques travaux? Oui, quelques travaux et puis du matériel quand même pour stocker les marchandises, puisque ce sont des produits frais, donc forcément. Des produits frais qui sont destinés à une clientèle. La clientèle, comment justement vous l'avez trouvée? Au début, bouche à oreille, puisque en fait, avec mes métiers que j'ai exercés auparavant, j'ai eu beaucoup de contacts. Je faisais les marchés, donc des gens d'un peu partout viennent au marché et ça c'est génial parce que j'ai pu faire ma pub comme ça à la base en disant je vais monter mon entreprise. J'ai eu beaucoup de coups de pouce des clients en fait qui m'ont dit allez on te donne carte blanche, tu démarres, voilà tu nous fais. On m'a fait faire des salons avec une com entière. J'ai eu beaucoup de chance pour démarrer en fait grâce au réseau. Donc là, vous avez vu qu'il y avait un potentiel de développement de cette activité. Vous, Laure, à partir de quand vous avez senti qu'il y avait un marché à saisir dans les petits fruits? Assez longtemps avant de revenir sur l'exploitation en réalité. Enfin, assez longtemps, quelques années quand même avant de revenir sur l'exploitation. Donc c'est un projet qui a mûri? C'est un projet qui a mûri dans le temps, effectivement. Oui, ça a dû commencer en petits fruits particulièrement, au moins 2 ans avant de revenir sur l'exploitation. C'est tout simplement de l'information générale, c'est s'intéresser à ce qui se passe à la télévision, c'est s'intéresser au marché de façon générale et regarder quelles sont les nouvelles tendances de consommation. Typiquement, quelque chose que j'aime bien suivre, c'est, je crois, il le faut encore, la newsletter de l'AFE avec toutes les dernières nouvelles idées du business, quoi. Et donc, j'avais identifié que le marché des petits fruits poussait énormément. En plus, en termes de consommation, on est énormément sous l'influence de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et en particulier les États-Unis. Les États-Unis, ça fait 10 ans que les petits fruits en superfood sont hyper à la mode. Et donc, voilà, j'ai un peu fait le pari qu'on allait... On peut en penser ce qu'on veut, mais finalement suivre la même tendance et que ça allait devenir hyper à la mode chez nous aussi. Plus voilà, tout simplement, il y a des analyses et des méthodes qui font ça, mais plus l'observation de terrain qui fait que j'ai
je suis entre Rouen et Paris, et donc en estimant qu'il y avait 2 marchés, et notamment la région parisienne. Oui, vous avez fait des études de faisabilité Ouais, assez poussées, même en Europe. C'est de la réflexion après personnelle, mais voilà, ça correspond à ça. Donc, voilà. Je rebondis juste sur l'AFE, vous en parliez. Il y a aussi beaucoup de fiches pratiques sur beaucoup de secteurs d'activité sur le site de l'AFE, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous parliez donc de votre activité, du développement et la clientèle. Alors, du coup, suite à cette étude de marché, vous avez vu les clients voilà, suivre? La clientèle, c'est de la prospection. Donc, c'était aussi basé sur le fait que sur le terrain, moi déjà pas très loin, il y a déjà 2 producteurs de petits fruits qui sont sur des activités. Voilà, j'ai essayé de me caler entre ces 2 producteurs. Donc moi, le créneau que j'ai identifié, c'était les artisans métiers de bouche. Et puis après, pour trouver des clients, c'est de la prospection, donc c'est du porte-à-porte. C'est aussi évidemment la mise en place de sites internet, de moyens de communication, etc. pour que les gens, pour gagner en notoriété au niveau de la marque et que les gens soit nous appellent spontanément, et puis de plus en plus, fort heureusement, le bouche à oreille aussi. Et pour vous, Edith, à partir de quand vous avez senti qu'il y avait un marché? Alors, en fait, j'ai d'abord créé cette entreprise et ensuite j'ai misé sur la communication locale. Mais vous étiez bien renseigné sur Internet en amont quand même? Oui. Déjà, oui, principalement sur Internet. Et ensuite, donc, j'ai fait de la communication au niveau local, puisque moi, mon entreprise, c'est vraiment sur un secteur assez restreint. Puisque c'est de la livraison à domicile, donc voilà, je ne peux pas, je suis toute seule pour faire ça, donc je n'ai pas des livreurs qui peuvent m'aider dans cette activité. Et ensuite, c'est le bouche à oreille, beaucoup qui fonctionne. Ça a l'air d'être vraiment ancré, le bouche à oreille, en milieu rural. Les réseaux sociaux, aussi, vous en servez aussi? Aussi. Ouais. À quelle fréquence, sur quel réseau vous allez, Laure? Quelle fréquence? Alors, si j'écoute les quelques personnes qui m'entourent pour la communication, il faudrait tous les jours. Une bonne discipline est 2 fois par semaine. On communique beaucoup par... alors, pour ce qui est professionnel, beaucoup par Facebook. J'ai une page pro, Les Jardins Ida. Et puis après, pour ce qui est des informations un peu plus généralistes, un peu tous les réseaux, quoi, que ce soit Twitter, Facebook en perso ou LinkedIn. Mais voilà, le business, c'est vraiment, moi aujourd'hui, Facebook. Alors on me pousse à me mettre sur Instagram parce que les framboises permettent effectivement de faire des photos qui peuvent être très jolies, mais je n'ai pas le réflexe de l'appareil photo, alors je rechigne un peu à me mettre sur Instagram. Voilà. Émilie, Instagram peut-être avec le graphisme. Voilà, oui. Instagram et Facebook, c'est vraiment les 2 réseaux, c'est incontournable pour n'importe quelle activité. Et vous postez très régulièrement 3 fois par semaine. D'accord. Il ne faut pas non plus que ça soit trop fréquent pour pas non plus... Il faut qu'il y ait matière aussi à communiquer et pas juste poster. Il faut du contenu intelligent et pas de la production. Edith, avec votre service de livraison à domicile, plutôt Facebook? Plutôt Facebook aussi. Et c'est pareil, je ne me fixe pas. Bon, j'y vais régulièrement tous les jours pour répondre aussi aux questions, aux notifications que les clients peuvent faire. Mais je pense que oui, c'est plutôt l'opportunité d'une information intéressante ou d'un changement. Voilà. Vous voyez la réelle valeur ajoutée de cette présence sur les réseaux? Ah oui. Ça permet une proximité en milieu rural, où on est quand même facilement loin de nos clients. Enfin, voilà, ça permet une proximité bien plus importante et une grande réactivité. Une grande réactivité aussi quand il y a des remarques, des commentaires, des demandes. On peut l'avoir n'importe quand. Parce que les téléphones portables ne fonctionnent pas forcément chez nous. Alors voilà. On en reparlera tout à l'heure dans les difficultés justement. Pour vous aussi, Émilie, les réseaux sociaux, c'est une réelle valeur ajoutée, peut-être des clients différents? Ah bien sûr, mais en fait ça permet surtout quand on n'a pas de boutique, quand on n'a pas d'enseigne visible. C'est la vitrine. C'est la vitrine et donc voilà, ça fonctionne petit à petit par une image qui interpelle, par un questionnement où les gens vont commencer à répondre et ça crée une communauté qui nous suit et qui va nous ramener après des clients en partageant. C'est très important. Et quelles sont vos idées ou vos conseils pour développer votre clientèle, Edith? Vous qui en êtes au tout début, vous avez lancé votre je sais société que moi, en 2018. je vais beaucoup aussi sur le réseau Bienvenue à la ferme, voilà, où je rencontre des gens qui fonctionnent justement avec les circuits courts. Et voilà, c'est ma façon de communiquer aussi et de rencontrer ma clientèle.
Et il faut se montrer, il faut profiter. Nous, on a beaucoup de le petit bar du coin, on va prendre le café le matin, on rencontre des gens, on va au marché, on discute, on va sur des événements qui se passent autour de nous. Et ça marche vraiment bien aussi. Parce que les gens ont besoin aussi d'avoir la personne, d'avoir une vraie personnalité en face et pas seulement le nom d'une entreprise. Ouais. Et pour vous, oui. Je rajouterais, alors en particulier en période de lancement, il ne faut pas se refuser de clients. Il n'y a pas de petits clients, il y a des gros certes, mais qui ont aussi d'autres inconvénients. Et puis d'ailleurs, je pense que dans le temps, le fait d'avoir une typologie de clients qui soit assez diversifiée permet quand même d'assurer un fonds de commerce le plus pérenne possible. Edith, vous utilisez de dispositifs de communication locale pour une souris verte. Oui, eh bien, les Vous journaux, avez fait la appel à presse, des professionnels, voilà. Voilà, la presse locale. Voilà, il y a différents. Il y a aussi sur le. Enfin, moi, je travaille sur Châtellerault, sur la ville de Châtellerault. Donc, il y a un journal local sur tout le bassin châtelleraudais qui correspond complètement à ma zone de chalandise. Donc, voilà, c'est ciblé du coup. Et la clientèle, justement, votre clientèle, est-elle assez importante pour aujourd'hui pouvoir vous rémunérer? Vous avez donc Laure, 3 ans de Société Jardin d'Ida, Émilie, 2 ans, et 1 an pour Edith. Oui, à peine, puisque j'ai commencé en février de donc, cette année. Edith, pas encore de rémunération? Non. Vous, c'est plutôt, vous avez utilisé le service de Pôle emploi qui permet d'avoir un fonds d'investissement suite aux années que vous avez travaillé, donc d'avoir directement la moitié de vos droits. Voilà, exactement, ce qui m'a permis d'investir sur le matériel dont j'avais besoin pour commencer mon activité et sur les stocks aussi. Et vous espérez une rémunération d'ici combien de temps? J'espère évidemment le plus tôt possible, mais honnêtement, je pense que l'année prochaine, ça devrait... Début 2019. Voilà, je pense, oui. Pour vous, Émilie, comment ça se passe? Ça a été première rémunération au bout d'une bonne année. Parce que j'ai commencé aussi assez doucement, parce que j'ai eu un bébé, donc c'est sûr que je n'ai pas pu être au top tout de suite. Mais au bout d'1 an, j'ai commencé à me verser un salaire qui est encore petit, mais... qui est régulier? Mais qui est régulier, oui. Qui est régulier. Après, j'ai des périodes un petit peu... En fait, il faut doser, parce que surtout dans des milieux artistiques comme ça, entre la déco et le graphisme, j'ai des périodes où... Par exemple, le mois d'août a été un mois cette année très compliqué. Et après septembre, ça redémarre bien. Donc, il faut toujours équilibrer. Il faut toujours avoir quelques mois d'avance, on va dire. Et pour vous, Laure, c'est un peu différent puisque vous avez repris l'exploitation familiale et vous comptez, donc me semble-t-il, sur les 2 exploitations qui étaient déjà existantes, Laitière et la Luzerne. Les grandes cultures. Voilà, les grandes cultures, en attendant que les jardins IDA puissent vous permettre une rémunération. Alors, donc moi, ça fait effectivement 3 ans. Donc là, j'estime que... Enfin voilà, là, je commence à avoir au bout de 3 ans un portefeuille client qui est... relativement satisfaisant et qui me permet d'avoir une activité un peu plus, on va dire, rentable. Mais effectivement, c'est les grandes cultures qui me permettent aujourd'hui encore... Alors, je me tire une part de rémunération sur les framboises, mais ce n'est pas encore une rémunération complète. Et effectivement, c'est les autres exploitations qui me permettent aujourd'hui de consolider ma rémunération. Est-ce que cette non-rémunération, on va dire entre 1 et peut-être même 3 ans pour vous, elle est classique à toutes les entreprises selon vous, ou est-ce que c'est plus propre au milieu rural, à vos secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a moins de structures d'accompagnement? Non, par rapport au secteur d'activité, c'est sûr que c'est très différent. Moi, le milieu rural ne me pose aucun problème. Aucune barrière? Non. Edith? C'est vrai que je ne sais pas trop comment ça se passe en milieu urbain. Moi, je pense que ça doit quand même être général. Enfin, on ne peut pas démarrer sur une petite activité comme ça qui reste quand même artisanale, enfin pour ma part en tout cas, et en comptant sur un revenu dès le début. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est quand on lance une entreprise, on est particulièrement ambitieux pour son projet. Et effectivement, on essaie de mettre le maximum de moyens dans le développement de l'entreprise et peut-être un peu moins sur la rémunération en essayant de s'appuyer sur divers dispositifs, notamment Pôle emploi. Et puis, par contre, effectivement, à un moment donné, il faut quand même que ça vienne, quoi.
Et des dispositifs d'accompagnement, justement, hein, je le dis, je le répète, il en existe vraiment de nombreux. J'en ai une liste sous les yeux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations, des collectivités locales pour les aides ou les spécificités. Il y a des exonérations, des subventions, des locaux à bas prix, des labels Ville Connectée, des concours, des incubateurs. Il y en a beaucoup aussi en milieu rural, de plus en plus pour attirer les entrepreneurs. Des salons type Parcours France, Salon des entrepreneurs. Vous avez également le trimestriel Village et vous pouvez aussi écouter l'émission Carnet de campagne sur France Inter. Donc voilà, vraiment, c'est très varié. Vous avez aussi la base de données sur la chaîne Demain, SOS Campagne. Voilà, donc il y a beaucoup de lectures en perspective. Peut-être pas pour tout de suite. Mettez ça de côté et en attendant, on va parler des difficultés. Donc la rémunération peut en faire partie, mais les difficultés liées plutôt au milieu rural, quelles sont celles que vous avez rencontrées, Laure? Il y en a plein. Il y a des difficultés. Alors, il y a la contrainte principale dans le commerce, c'est le fait effectivement d'être en milieu rural et de devoir amener mon produit en milieu plutôt urbain puisque c'est là que ça se consomme. Donc nécessairement, il y a des frais de logistique liés à l'activité qu'on a davantage que si j'habitais juste aux portes de Paris. Vous faites combien de kilomètres par jour ou par semaine pour livrer vos produits? Là, en livraison, on fait 10 000 km par mois, donc voilà, il faut... C'est tous les jours des allers-retours vers Paris? C'est quasiment, oui, sauf le dimanche, mais sinon c'est quasiment quotidien, ouais, voilà. Après, c'est des difficultés qui sont plutôt d'ordre matériel, donc effectivement, je l'ai déjà un peu évoqué, la connectivité, enfin les communications téléphoniques qui sont coupées en permanence. Il y a un coin de la campagne, ça va être un service télécom, et puis on va faire 2 km, puis c'est un autre qui va marcher. Voilà, Internet, moi j'ai pas Internet au débit par le câble, donc ça dépend d'une connexion satellite, donc c'est un coût bien plus cher. D'installation qui doit être personnelle. Et puis un débit de fonctionnement qui n'est pas suffisant, par exemple, pour faire tourner des logiciels de comptabilité. Donc ça se C'est votre cas traduit aussi, hein, je crois, Émilie. Oui, ça. en graphisme, c'est un gros souci pour ça. Voilà. Quand j'ai des fichiers très lourds, je suis obligée de laisser en attente et de revenir. Et le fichier met une heure à s'envoyer. C'est une autre organisation, mais ça fonctionne finalement. Ça fonctionne. Ou alors, je prends l'ordinateur quand je n'ai plus de patience et je vais à la ville d'à côté où ça marche très bien. Alors justement, c'est la question de Liliane qu'elle nous avait posée avant que le live débute. Comment faire en zone blanche, sans Internet ni réseau mobile, quand le conseil départemental ignore la commune où j'ai décidé de m'installer, alors que toutes les autres autour vont avoir la fibre? Bon courage. C'est chez moi, non? Parce que Liliane voudrait s'installer dans une commune sans réseau. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Malheureusement, il n'y a pas trop de levier, faire pression sur les élus, il n'y a pas trop d'autres choix. Je crois qu'aujourd'hui, parce que moi, le département de l'Eure fait partie des départements qui sont très très en retard, même si on est aux portes de Paris sur ce sujet. J'ai souvent coutume de dire si j'étais dans le Cantal, je serais bien mieux desservie que si j'étais dans le département de l'Eure, et c'est vrai pour toutes les disciplines, y compris la médecine. Je crois que tous les départements aujourd'hui ont un plan de développement numérique tel qu'ils les appellent. Donc il faut se renseigner là-dessus, ce qui permet au moins d'avoir une sorte d'échéance. Et puis il faut faire pression, il faut communiquer par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est votre conseil aussi, Émilie, ou vous en avez peut-être un autre? Un autre, non, parce qu'en plus, à l'heure actuelle, on a vraiment besoin d'Internet pour tout. Donc peut-être de changer de commune alors, après, si c'est vraiment primordial? Je pense qu'à un moment, oui, il faut prendre ses décisions. D'où l'importance du choix du territoire et de ses contraintes qu'on a abordées en début d'émission. Ouais. Edith, vous, quelles sont vos difficultés quotidiennes? Je pense que c'est moins le réseau quand même. Oui, c'est moins le réseau, bizarrement. Pourtant, j'habite au milieu des champs, mais c'est vrai que je n'ai pas de problème de réseau de communication. Et voilà, comme quoi c'est possible en milieu rural aussi et d'avoir des facilités pour communiquer. Après, les difficultés liées vraiment au milieu rural, moi, j'en ai pas rencontré particulièrement. Voilà, il y a des difficultés. L'administration, peut-être, quand vous êtes lancé, les délais? Oui, voilà, les délais peut-être pour obtenir, mais bon, enfin voilà, il faut être patient. Je pense que... Il y a une bonne solidarité entre les producteurs, les clients? Oui, disons que forcément les producteurs, je vais les rencontrer. Il y en a qui jouent le jeu, j'allais dire, et puis d'autres un peu moins. Mais voilà, j'ai là, justement le fait de monter soi-même son entreprise, voilà,
on va choisir ses fournisseurs, on peut en changer, on n'a pas de, on n'est, voilà, on n'est pas, il n'y a pas de contrat, de lien. Et il y a une solidarité entre entrepreneurs? Oui. Il y a des réseaux? Oui. Oui, quand même, parce que voilà, on a l'occasion de rencontrer d'autres collègues. Alors moi, c'est vrai que le service que j'ai créé, c'est un petit peu innovant quand même, parce que de la livraison à domicile de circuits courts, ça n'existait pas, en tout cas dans la région. Il y avait d'autres formes un peu différentes avec des camions qui sillonnent la campagne, qui s'arrêtent dans les villages, mais pas vraiment ce que j'appelle moi un drive à domicile en quelque sorte et en circuit court. Voilà, et c'est un peu un concept, je pense, qui n'existe pas vraiment. Il y en a, je crois, en région parisienne, parce que je m'étais renseignée aussi et j'avais cherché sur Internet et j'avais trouvé comment est-ce qu'il fonctionne. Je m'en suis un peu inspirée quand même. Pour vous, Émilie, quelles sont les difficultés que vous ressentez loin des grandes villes? Loin des Les grandes villes. inconvénients. Alors moi, dans mon métier, j'ai vraiment besoin d'être tout le temps dans la tendance. Ouais. Et ce qui me manque, c'est l'effervescence de Paris. Tout de suite, pour aller à Paris, il devrait y avoir que 3/4 d'heure de route, mais vu que la circulation est intense... Ça fait rire nos invités. La circulation est assez intense, donc tout de suite, il faut compter 1h30. Donc on rechigne un petit peu à avoir 3 heures de route, ou alors d'être dans les transports et d'avoir quelques retards réguliers. Mais il faut quand même se bouger, aller voir des expos. L'accès à la culture, voilà. Voilà. Moi, j'ai besoin d'aller voir des expos, de savoir ce qui se passe constamment. Et du coup, voilà, il faut s'organiser et se libérer du temps, du coup. Donc parfois, je fais des journées un peu plus longues et le lendemain, je pars une journée pour vraiment... Éviter aussi l'isolement. Ouais, mais c'est ça. On a besoin de... Après, ça m'arrive régulièrement, quand j'ai une petite page blanche, comme on dit, je prends l'ordi et je vais travailler dans un café. Après, à l'heure actuelle, il y a des espaces de coworking. Je pense que ça va m'intéresser une fois que financièrement, je serai un peu plus stable. D'être vraiment en contact d'autres personnes. C'est important. Oui, c'est très important. D'avoir un peu plus de recul et puis de vraiment aller à la rencontre. Moi, je vais beaucoup voir les commerçants, on discute, on s'échange des flyers, des projets de communication où on s'associe à plusieurs. Là, en ce moment, on va faire des sets de table pour mettre au restaurant avec 6 activités de la région différentes. Donc ne pas hésiter à s'ouvrir aux autres, à proposer de travailler ensemble. Il faut vraiment aller se voir les uns les autres et pas rester enfermé dans son petit bureau. Vous avez moins ce problème d'isolement, Laure, peut-être des difficultés d'un autre ordre, main-d'œuvre Voilà. L'isolement, effectivement, n'est pas trop un problème. On a affaire à beaucoup de fournisseurs et du coup, l'avantage du circuit court, c'est le contact avec le client. Donc, effectivement, j'ai cette chance de pouvoir aller à la rencontre de nombreux différents clients en plus, avec des expériences différentes. La difficulté est sur mon projet, effectivement, un peu plus la main-d'œuvre. En tout cas, oui, la main-d'œuvre motivée. Il n'y a pas vraiment de compétences. Enfin, moi, le gros de ma main-d'œuvre, c'est en dehors des ouvriers spécialisés qui sont en CDI sur l'exploitation pour le lait et les grandes cultures. Sinon, c'est les cueilleurs sur les framboisiers. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de compétences extraordinaires pour cueillir une framboise. Mais c'est des contrats qui sont plus courts. C'est des contrats c'est des contrats qui sont très courts, c'est des contrats saisonniers, donc c'est du temps partiel sur la semaine. Donc effectivement, il faut réussir à trouver suffisamment de bras et de gens motivés malgré le faible volume horaire. Ouais. Quelle est votre stratégie, Émilie, dans votre secteur concurrentiel pour évoluer face à toute cette concurrence? Alors moi, ma stratégie, en fait, c'est d'être multifonction. Je m'occupe vraiment du projet jusqu'à l'impression et je propose des choses très différentes. En fait, souvent, les graphistes restent ou en web ou en print. Moi, vraiment, je m'étale au maximum pour que le client ait un interlocuteur. Et c'est beaucoup plus simple pour lui et aussi pour moi de partir d'un projet, de le décliner. Et là, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup d'enseignes. Des choses que les graphistes font peu. Souvent, c'est les enseignistes qui proposent une partie graphique. Et j'essaye en fait de proposer le maximum de choses. D'où la décoration. Tout le monde me dit pourquoi graphisme et décoration. Oui. Et parce que pour un événement, un client peut avoir besoin d'une décoratrice et il va apprécier que la graphiste qui connaît sa charte graphique décline la décoration le jour J. Enfin, tout ça, c'est des éléments pour moi qui sont importants.
Et justement, on parlait de difficultés, vous parlez de votre double compétence de graphiste et décoratrice. En tant que femme, vous avez aussi peut-être vécu des difficultés qui sont propres À le début, surtout, oui, puisque moi, je me suis lancée, je suis tombée enceinte au bout de quelques mois. Comment ça s'est passé alors? Alors, en graphisme, j'ai absolument pas eu de problème. Mais alors, pour la décoration de mariage, les clients étaient vraiment flippés. Quand ils vous voyaient? De se dire, elle est enceinte. Donc, enceinte, souvent, pour les gens, c'est être malade. Sauf que moi, j'ai vécu une grossesse, vraiment, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour et j'ai accouché, j'ai repris l'ordinateur le lendemain. Et les conséquences sur votre activité? Du coup, j'ai pas du tout développé la décoration au début. Parce qu'au bout de quelques rendez-vous clients, je me suis dit, il vaut mieux que j'attende une année, que je continue à développer le graphisme et que je reprenne. Et du coup, je reprends juste en ce moment la décoration d'événements. Pour vous, Laure, des difficultés en tant que femme vis-à-vis de votre clientèle? Vous êtes quand même la chef d'entreprise, Ouais. même votre mari est salarié de votre entreprise. Ouais. Oui, alors il faut effectivement pouvoir gérer l'emploi du temps de maman en même temps. Moi, depuis que j'ai lancé les Framboises, j'ai eu 2 enfants, donc j'ai cumulé. Mais ça se fait aussi. si vous êtes là aujourd'hui. Et voilà, et ça se fait parfaitement. Effectivement, il faut se battre contre le cliché que tout va bien, on va y arriver. Voilà. Et puis après, bon, il y a effectivement des difficultés. Il y a encore quand même un petit peu de machisme dans notre société française. Et donc, effectivement, en tant que quand on est sur un événement, quand j'organise des portes ouvertes, des fois, certaines personnes ont du mal à venir m'approcher en tant que chef d'entreprise, puis ils vont avoir tendance à aller voir mon mari qui est juste là en soutien. Bon, c'est un petit constat contre lequel il ne faut pas hésiter à se battre. Tout à fait, s'affirmer. Edith, pour vous, des difficultés en tant que femme entrepreneur En ou tant que femme, des avantages? non. En tant que femme, non, pas spécialement, parce que parmi mes producteurs, voilà, il y a des femmes, des hommes, et le courant passe bien. Enfin, j'ai pas ressenti en tant que femme une difficulté particulière. J'allais dire même Mais en tant que femme d'un certain âge, et du coup, je n'ai pas vu votre souci, voilà, de Mais justement, gérer c'est ce que une vous nous vie. disiez en off tout à l'heure. Par contre, vous n'auriez pas lancé votre activité à 30 ans Je tout de même. pense que non, je pense pas que je l'aurais fait. Pourquoi? Et justement, j'aurais eu peur de ne pas pouvoir gérer plusieurs vies en même temps. Voilà. Ce qui est quand même le lot de... Il faut savoir déléguer. C'est un timing serré. D'autant Il faut avoir des plus... grosses journées, savoir Voilà. déléguer. Voilà. Et puis aussi le manque de crèche, vous m'en parliez aussi, Oui. vous, de votre point de vue en tant que professionnel, hein, vous avez affaire à des clientes qui justement ne trouvent pas de crèche, font Oui, beaucoup tout à recours à fait. des nounous qui coûtent plus cher. Voilà, puisque ma vie professionnelle a été multiple, mais notamment j'étais éducatrice de jeunes enfants, donc je connais bien aussi cette problématique. Et justement, je me disais que ça pouvait rendre de véritables services à la fois aux mamans qui ont de jeunes enfants, pour Tout à qui c'est fait. pas toujours facile de concilier tout ça, et également aux assistantes maternelles qui ne peuvent pas non plus sortir de chez elles sur une journée qui est assez longue. Très rapidement, l'émission est déjà terminée sur le timing, mais j'ai encore 2 questions pour vous. Un dernier conseil pour ces femmes seules, par exemple, ou avec des enfants ou qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur dans un milieu rural. C'est tout à fait possible. Il faut en avoir l'envie, il faut avoir beaucoup d'énergie, ça c'est certain. Mais au contraire, c'est stimulant et à la campagne, voilà, on peut élever ses enfants dans la tranquillité. C'est quand même un beau cadre de vie et l'activité peut se développer, j'en suis certaine. Laure? Savoir apprendre à déléguer, voilà, viser le maximum de délégation sur les fonctions qui ne sont pas forcément les fonctions hyper stratégiques. Et surtout, si on a la chance d'avoir un conjoint, avoir le soutien plein et parfait et complet de son conjoint. C'est votre cas aussi, Edith, hein, Oui, je c'est crois. tout à fait mon cas, oui, parce que c'est vrai qu'avoir un soutien familial, parce que moi, de A à Z, cette entreprise, à la fois la gestion des stocks, etc., tout est géré. Je n'ai pas d'employé, donc Pas c'est pour important. l'instant. Non, pas pour On vous le l'instant. souhaite. Puisqu'on parle de femmes, qu'on est des femmes et qu'on soutient, il y a Isabelle Roy qui a lancé un message sur la page. Elle cherche à obtenir un rendez-vous avec Cap Emploi, qui est le pôle emploi des personnes à mobilité réduite. Alors, si vous entendez ce message au sein de Cap Emploi, aidez Isabelle Roy à monter son entreprise ou du moins à réussir le projet qu'elle souhaite entreprendre. Toute dernière question, vraiment 10 secondes chacune. Votre société dans 10 ans, vous l'imaginez comment? Laure? Dans 10 ans,
Plusieurs espèces de petits fruits. J'ai aujourd'hui que les framboises, donc au moins les mûres, les myrtilles, voire groseilles, cassis. Donc une surface x3 et encore plus de commerce, encore plus de clients. On aime l'ambition. Émilie, Et moi, une belle salle de réception. c'est votre rêve? Ah oui, vraiment. Pour pouvoir faire mes événements et du coup, après, trouver mes prestataires. Edith, Ben, c'est vrai que moi, j'ai quand même du mal à me projeter dans 10 ans. dans 5 ans. Voilà. Dans 5 ans, ben, j'espère avoir développé cette clientèle, pouvoir en vivre et continuer de contacter tout ce milieu rural, les producteurs et les clients. Et on Voilà. vous le souhaite. Hein. Merci à toutes les trois Merci à vous. d'être venues Merci. sur ce plateau. Comme vous l'avez vu, de belles ambitions sont sur le point de se concrétiser ici et ailleurs. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter également à ceux qui nous regardent une belle continuation, car des idées comme celle-ci, il y en a des milliers à bâtir aux 4 coins de la France. Voilà, si vous avez manqué une partie de cette émission, sachez que vous pouvez la voir ou la revoir sur ellesentreprenent.fr, wedoobiz.com et bien sûr demain.fr. Alors à bientôt pour d'autres parcours inspirants. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est